Voilà, merci. On va donc continuer euh, la série de cours qui porte sur les matériaux donc, pour le photovoltaïque. Nous avons vu ensemble l'historique de la production d'électricité. Ça a été suivi par le cours sur le convertisseur idéal. Aujourd'hui, on va aborder les éléments de physique des matériaux semi-conducteurs. Donc, c'est ça qui va en fait boucler donc, ce cours. Le reste, ça sera donc des TD. Voilà donc, chers étudiants de master. Alors, la première séquence, donc la première partie de ce cours concerne la résistivité des isolants, conducteurs et semi-conducteurs. Parce que tout est parti de là. Ce qu'il faut retenir donc, c'est quoi? C'est que la résistivité des isolants est comprise entre 10 puissance 11 et 10 puissance 19 ohms par centimètre, suivi de la résistivité des conducteurs et puis donc celle des semi-conducteurs. Donc vous voyez un peu donc les ordres de grandeur quand on passe des isolants donc aux semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont caractérisés par la résistivité la plus faible. Donc ceci donc comment s'appelle a des conséquences sur les bandes d'énergie. Quand vous regardez le conducteur, ce que vous constatez ici, c'est quoi? Vous avez donc la bande de valence et la bande donc de conduction. Ces deux bandes-là donc se chevauchent, simplement parce que, évidemment, c'est un peu, tout est dicté donc par la résistivité. Et ensuite, pour les isolants, là, vous voyez nettement que la bande donc, de conduction et donc celle de valence sont distinctes, sont séparées par ce qu'on appelle une bande interdite, donc de quelques électronvolts. Maintenant, ce qui caractérise donc les semi-conducteurs, c'est quoi? C'est que c'est des matériaux qui sont caractérisés par... c'est des matériaux donc, qui sont caractérisés par une bande interdite comme les isolants. Mais la différence, c'est quoi? C'est que la bande interdite donc, des matériaux donc, semi-conducteurs n'a que quelques électrons, volts ou bien donc moins. Donc ce qui, contrairement donc à la bande interdite donc des isolants qui donc en termes de valeur est donc beaucoup plus élevé, hein, c'est ça qui caractérise, ça qui fait que en fait donc les matériaux semi-conducteurs voilà, donc, ont ces propriétés donc, physiques voilà, qui les prédestinent hein, donc, au rôle qu'ils sont en train donc, de jouer. Alors, c'est quoi maintenant un semi-conducteur? Donc, parce que tout le monde voit que le semi-conducteur, du point de vue donc, de la résistivité, mais aussi du point de vue donc, de la variation d'énergie, tout comme les isolants, le semi-conducteur donc, est caractérisé, c'est vrai, par une bande interdite, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est quoi maintenant, en fait, donc, un isolant, en dehors donc, de ces caractéristiques-là? Un isolant, en fait, ce qu'il faut donc retenir pour les semi-conducteurs, c'est quoi? C'est que tout dépend, en fait, de la configuration électronique, comme c'est montré ici donc, au niveau donc, du tableau de classification donc, périodique. Voilà, ici, nous avons un extrait du tableau de classification périodique. Et nous avons mentionné ici quelques semi-conducteurs. Donc, voilà les différentes colonnes. 1B, excusez-moi. Donc, il y a la colonne 1B, 2B, 3B, 4B, 5B et 6B. Donc, vous voyez ici que, comme semi-conducteur, il y a le silicium, le germanium, l'arsénite de gallium, le CDTE, cadmium tellurique, le phosphore d'indium, l'INP,
l'aluminium, l'antimoine, donc AlSb. Mais aussi maintenant, il y a donc cette grande filière qu'on appelle donc la filière cuivre, indium, gallium, sélénium, donc la filière CIGS, donc qui caractérise donc aussi donc, une catégorie donc, de semi-conducteurs qu'on appelle surtout les couches minces. Alors, il y a plusieurs maintenant façons de distinguer donc, les semi-conducteurs, hein, donc, parce que tout dépend en fait donc, de la combinaison qu'on fait des semi-conducteurs, parce que vous pouvez avoir un seul semi-conducteur à partir donc, par exemple de la colonne 4, comme le mentionne ici donc comme le montre en fait donc voilà donc ce tableau, donc à partir donc de la colonne 4, vous avez le semi-conducteur germanium donc silicium, c'est-à-dire vous avez un semi-conducteur, c'est le germanium, mais aussi un autre semi-conducteur, le silicium, et ainsi de suite. Maintenant, on peut avoir donc, une combinaison à partir de la colonne, c'est-à-dire deux éléments de la colonne 4. Donc c'est ça qui donne CI. SiC et SiGe. Mais aussi, il peut y avoir une combinaison de la colonne 3 et de la colonne 5. Alors, il y a plusieurs façons. Soit c'est deux semi-conducteurs. Dans ce cas-là, on dit qu'on a une combinaison binaire. Ça peut être 3 semi-conducteurs, combinaison ternaire. Ça peut être 4 semi-conducteurs. Dans ce cas-là, vous avez affaire à une combinaison quaternaire. Donc, binaire, c'est... Bon, là, on a donné simplement des exemples. Hein. GAS, GAP, INP, INSB. Hein? Ternaire, AL. Donc, ALX, GA1-X, AS. Voilà, donc ainsi de suite. Donc, GA-ASY, P, 1-Y. Quaternaire, voilà, vous avez aussi donc comment s'appelle cette combinaison-là. Alors, on peut aussi avoir la combinaison 2-6. Donc, colonne 2 et colonne 6. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des binaires, mais aussi donc un matériau ternaire. Donc, binaire CDS, CDTE, ZNCE, SE autant pour moi, ZNS, voilà. CDX, H1, HG-X, TE. Et dans ce cas-là, quelle que soit donc ici la combinaison, vous avez X donc, ou Y, hein, compris entre 0 et 1. Donc voilà un peu donc, la définition qu'on peut donc donner de semi-conducteurs. Voilà, cette définition-là s'ajoute bien entendu donc, aux propriétés donc, qui concernent donc, la résistivité, mais aussi donc, la bande interdite qui les caractérise. Donc, les semi-conducteurs en fait, ont une bande interdite intermédiaire entre les conducteurs et les isolants. Voilà. Voilà, donc le monocristal de silicium, donc le voici, donc ça se distingue nettement du barreau de polycristalline, donc ce n'est pas la même couleur. Donc vous voyez que cette couleur-là, donc si le polycristalline est beaucoup plus donc en fait est noir carrément. Alors ensuite maintenant, ce qu'il faut aussi retenir des semi-conducteurs, c'est qu'on peut avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on peut avoir donc des semi-conducteurs élémentaires, mais aussi des composites binaires, ternaires, donc quaternaires. Donc, le semi-conducteur élémentaire est fait de quoi? Donc, c'est un semi-conducteur qui est fait des éléments de la colonne donc 4, exclusivement. Le diamant, c'est-à-dire donc c'est un type de carbone, le silicium, mais aussi donc le germanium. Donc, vous les identifiez ici, vous les voyez ici, à travers donc la colonne 4B. Donc, carbone, silicium et germanium. Alors, ce qu'il faut aussi donc retenir, c'est quoi? C'est que le semi-conducteur, bien entendu, c'est une hybridation sp3. Hein? Configuration donc sp3. Donc, c'est ça qui permet de donner une structure diamant, donc, ou bien une structure zinc blend. Alors, donc, la structure diamant, la voici. Ici autour, donc, quand vous prenez en fait donc ce matériau, hein, ça peut être donc du silicium, en tout cas un semi-conducteur. Ces 4 liaisons-là, évidemment, sont faites de semi-conducteurs qui sont tous identiques. Hein.
Alors, ici, quand on prend donc ce cube, il est caractérisé donc par cette arête, donc 5, à peu près donc c'est 5,44 angstroms. Et donc la configuration, en fait, les liaisons donc de covalence ici, en plus d'être une hybridation donc S3, SP3 autant pour moi, sont caractérisées ici par, bien entendu, par une liaison qui a une longueur qui est donc bien précise. Alors donc la structure diamant est incolore, donc, et aussi ce qu'il faut retenir, c'est que son énergie donc de gap donc, est évaluée à 5,4 électronvolts. Alors, donc ça constitue donc les semi-conducteurs élémentaires. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les semi-conducteurs élémentaires. Il y a aussi les semi-conducteurs composés, autrement dit donc les alliages, qui sont fabriqués, conçus à partir des colonnes 3 et 5, mais aussi à partir de la colonne 2 et 6. Donc c'est soit 3 et 5 ou bien 2 et 6, donc uniquement. À partir donc de ces colonnes, on peut donc avoir par exemple une configuration binaire, GAS, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein? GAS, c'est binaire, INP, hein? GAN, etc. Binaire, parce que c'est deux semi-conducteurs. Hein? Voilà. 2,6, par exemple, on peut avoir ZNSE, CDTE, HGSE, etc. Hein? Donc, là, c'est carrément binaire, mais on l'a vu donc tout à l'heure, vous pouvez avoir donc des composés ternaires, mais aussi des composés quaternaires. À partir donc de ces composés, on peut avoir donc une structure, la structure zinc blend, différente de la configuration diamant. Hein, donc la configuration diamant, c'est quoi? Vous avez autour donc des 4 liaisons donc de valence, c'est des atomes qui sont tous identiques. Par contre, ici, au niveau donc de la structure zinc blend, hein, ça donc structure de zinc cubique, c'est quoi? C'est simplement une configuration diamant, mais avec 2 atomes qui sont différents. Donc c'est toujours une configuration SP3, donc comme la configuration diamant. Ce qui les caractérise ou bien les différencie simplement, ça différencie zinc blend et la configuration diamant, c'est simplement que pour la structure donc zinc blend, vous avez 2 atomes qui sont donc différents. Alors, donc ceci étant dit, bon, donc je pense que vous avez donc noté, hein, compris la définition donc des semi-conducteurs. Hein. Voilà, donc tout s'est fait à partir donc du tableau de classification périodique. Hein. Voilà, donc c'est une question donc de configuration donc électronique. Donc ceci étant dit, ça nous permet maintenant de voir, hein, de s'intéresser en fait à la concentration donc des porteurs dans les semi-conducteurs. Bon, parce que ce qui va se passer, vous avez un semi-conducteur donc pur, intrinsèque, qui sera dopé autant pour moi, qui peut être dopé donc de différentes manières, par des accepteurs, donc par des donneurs. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout nous, qui sommes donc dans la filière production donc d'énergie, c'est qu'on aura affaire à un convertisseur, voilà, photovoltaïque. Pour avoir ce convertisseur, comme je vous l'ai dit au cours précédent, et bien entendu, il faut donc doper différemment, créer donc une jonction, avoir votre photopile. Voilà, donc c'est ça qui va. Maintenant, mais avant donc de revenir plus en détail donc dans tout ça, on aborde maintenant en fait la définition du semi-conducteur intrinsèque. Alors, intrinsèque, comme son nom l'indique, donc de façon donc terre à terre, ça veut dire que il est intrinsèque parce qu'il n'est pas dopé. Hein? Donc c'est un semi-conducteur qui dépend vraiment de ses propriétés qui lui sont propres. Il n'est pas du tout donc dopé. Donc c'est un semi-conducteur à l'état pur. Alors,
Sa concentration dépend de plusieurs paramètres, parmi lesquels, prioritairement, il y a ce qu'on appelle donc la densité d'énergie, qu'on note GE. Alors, cette densité donc GE décrit le nombre d'états permis par unité de volume et par unité d'énergie. Et on le note en anglais, in English, density of state. Hein? Density of state function. Mais ça, c'est en anglais. Ça, c'est donc le premier paramètre, GE. L'autre paramètre, c'est la fonction de distribution de Fermi-Dirac, FE. C'est cette fonction de distribution, elle donne une énergie, pour une énergie donnée, le nombre d'états occupés par des électrons par rapport au nombre d'états permis. Parce que dans un semi-conducteur, vous avez un certain nombre d'états permis. Mais tous les états ne sont pas occupés. Maintenant, le ratio, le rapport entre le nombre d'états occupés par des électrons par rapport au nombre d'états permis, c'est ça donc qu'on appelle donc la fonction de distribution de Fermi-Dirac. Maintenant, le troisième paramètre, c'est la bande de valence, hein, caractérisée par son énergie maximale EV, et la bande donc de conduction, hein, avec EC, donc énergie mini, c'est le minimum donc d'énergie. Maintenant, comme vous avez un semi-conducteur, on l'a vu tout à l'heure, le semi-conducteur est caractérisé par sa résistivité, mais surtout par son énergie, hein, l'énergie de la bande interdite. Donc EG, EC-E, EV. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on est à 300, donc EG, pour le silicium, il vaut 1,2 électrons. Donc voilà en fait les caractéristiques, hein, les propriétés donc, de la concentration du semi-conducteur intrinsèque. Alors donc ici dans cette diapo, hein, on illustre un peu les évolutions, hein, comment évoluent donc les différentes concentrations. Ici, vous avez en fait un semi-conducteur, hein, de type P. Donc celui-là, ça veut dire qu'il n'est pas intrinsèque, mais il est dopé. Donc là, un semi-conducteur donc, de type N. Ici, vous avez donc, là on a fait figurer, hein, donc on fait apparaître, hein, l'énergie donc de gap, EG, la bande de valence, bande donc de conduction. Semi-conducteur donc de type P, ça veut dire qu'on a dopé par des atomes accepteurs. Hein? Donc on a beaucoup plus donc, de trous que d'électrons. Hein? Donc vous voyez ici, il y a peu d'électrons au niveau donc, de la bande de conduction. Semi-conducteur donc de type N, c'est des donneurs, hein? Beaucoup d'électrons au niveau donc, de la bande donc, de conduction. Voilà, donc tout est visible ici. Semi-conducteur donc de type P, là vous voyez que on a beaucoup plus donc de trous en termes de concentration comparé donc quand on le compare donc à la concentration des électrons, ce qui n'est pas le cas, contrairement ici au semi-conducteur donc de type N. Voilà, maintenant ce qu'il faut retenir, bien entendu, c'est que l'énergie ici est fonction de ce qu'on appelle la density of state, donc en anglais, hein. Retenez aussi que, bien entendu, tout dépend de la distribution de la fonction de Fermi-Dirac. Voilà. Alors, maintenant, les expressions de GE, hein, GC, donc de E, GV de E. Pourquoi GC, GE et GV? GC parce que c'est pour indiquer que quand on est en fait au niveau donc de la bande de conduction, on est au voisinage, parce que la bande de conduction étant donc large, donc tout le travail se fait bien entendu au niveau donc c'est pour vous montrer, je pense, attends, voilà, bon, par exemple, prenons celui-là, par exemple, là c'est donc la bande de conduction, donc la bande de conduction c'est tout ça, hein? Donc c'est ça la bande donc, de conduction, voilà donc la bande de valence. Maintenant, on est donc au voisinage de EC, ou bien donc au voisinage donc de EV. Donc quand on est au voisinage donc de
EC, on aura affaire donc à GC de E. Voisinage donc de EV, ça sera donc G, GV donc de E. Alors, donc GC de E, voilà donc son expression. Donc, densité d'énergie d'un état d'énergie au voisinage de la bande de conduction. Et Mn ici, étoile, c'est la masse effective donc des électrons. GV de E aussi, donc voilà son expression. Hein. FE hein, est défini par cette expression. Hein. F, c'est simplement l'énergie donc de Fermi. On l'appelle aussi niveau de Fermi, ou bien donc le potentiel électrochimique des électrons dans le matériau, ou bien même énergie moyenne dans le matériau. Et maintenant, pour avoir la concentration des électrons pour un niveau d'énergie E bien précis, ou bien la concentration des trous pour un niveau d'énergie bien précis, donc autrement dit N de E ou bien P de E, parce que là, on est à E, niveau d'énergie précis. Donc N de E, ça sera GC de E qu'on multiplie ici par, hein, qu'on multiplie simplement par GC de E, qu'on multiplie ici donc par F de E. Donc ça, c'est la concentration des électrons quand on est au niveau d'énergie E. Concentration des trous, hein, quand on est au niveau donc d'énergie E, GV de E, 1 moins F2, 1 moins donc F2. Voilà. Donc ça nous permet donc de continuer. Et après maintenant, dans ça, hein, on ouvre une petite parenthèse, on essaie donc de détailler c'est quoi donc la fonction de distribution de Fermi direct. Donc, elle correspond simplement à la probabilité de présence d'un électron sur un niveau d'énergie. Et cette probabilité hein, sur un niveau d'énergie, c'est elle qu'on note donc F2. Donc, c'est elle qu'on note donc F2. Et sa formule donc est la suivante. Hein. F de E, c'est 1 sur exponentielle de E moins EF sur KT plus 1. Donc, c'est ça qu'on appelle donc fonction de distribution de Fermi. Donc, tout le monde voit que c'est une expression qui a fait apparaître un niveau d'énergie EF, qui correspond à quoi? À une probabilité de présence égale à 1,5. Parce que simplement, si vous calculez F de EF, donc ça sera exponentielle de EF moins EF sur KT, c'est exponentielle de 0. Donc là, vous allez avoir 1 plus 1, ça c'est 2, donc 1,5. Voilà, donc ce niveau correspond, quand on est au zéro absolu, donc à t égale à 0K, à la séparation entre les niveaux vides et les niveaux pleins. Donc on parle dans ce cas, ou bien donc le plus souvent, d'énergie moyenne ou bien donc de taux moyen de remplissage. Alors ceci est visible à ce niveau, hein, donc F de E, donc on rappelle ici son expression. Quand nous sommes à t égale à 0 Kelvin, hein, regardez, observez très bien donc la figure. Hein, donc, vous avez E, c'est égal à E de Fermi. Donc, F de E, c'est égal donc à 1 jusqu'à donc de Fermi. Donc, puis donc ça s'annule. Alors, donc, ce qui veut dire quoi? Que quand T égale à 0 Kelvin, lorsque E est toujours inférieur à EF, c'est-à-dire on est dans ce cas-là, on est donc dans cette zone. Autrement dit, en fait, cette zone, hein, excusez-moi, hein, c'est tout ça à peu près. Hein, F de E est toujours égal à E. Maintenant, par contre, si c'est supérieur, certainement, hein, donc si c'est supérieur, hein, donc quand on est ça, donc ça veut dire que F de E ici est égal donc à 0. Donc on dit qu'ici, tous les niveaux d'énergie sont remplis à l'EF. On appelle donc énergie donc de Fermi. Alors, de façon beaucoup plus concrète, hein, qu'est-ce qu'on fait ici? Imaginez, regardez en fait le schéma, ce schéma-là, hein, AT donc égale à 0, qu'est-ce que vous constatez? Vous avez votre bande de valence, c'est plusieurs niveaux d'énergie, E1, E2, E3, E4, plusieurs niveaux d'énergie. La bande de conduction, elle est là. Hein?
entre BC et BV, bande de valence, bande de conduction, vous avez votre énergie donc de Fermi. Alors, comme on est à T égale à 0, ici, tous les niveaux d'énergie de la bande de valence sont remplis. Donc, voilà ce que ça signifie simplement. Donc, quand E est inférieur à F, c'est égal, donc, la probabilité ici est égale à 1. Donc, ici, tous les niveaux ici sont entièrement donc, remplis. Parce que simplement, voilà, donc, on est à T donc, égal à 0. Maintenant, quand maintenant T n'est plus égal à 0, mais plutôt T est différente, la température est différente de 0, qu'est-ce que vous constatez ici, à partir donc de cette figure, à partir de cette figure, là vous voyez que, là on a le niveau d'énergie de la bande de valence. Tous les niveaux qui sont censés être occupés par des électrons ne le sont pas. Parce qu'il y a des électrons qui ont quitté la bande de valence pour donc partir au niveau donc de la bande de conduction. Ceci simplement montre que, en fait, la température a une influence sur donc, les niveaux d'énergie, sur l'évolution donc des niveaux d'énergie, mais aussi donc sur l'influence sur la variation donc du niveau donc de Fermi. Alors, à partir, ça là, on l'a montré ici au niveau donc de cette figure. À t égale à 0, donc t égale à 0, tout le monde voit que ici, en fait, c'est cette figure, t égale à 0. Maintenant, à t égale à 1, t donc est égal à 1, donc là, vous voyez que ça, la fonction de Fermi-Dirac évolue, mais aussi à t égale à T2, T2 étant plus grand donc que T1, il y a donc l'évolution donc de la fonction donc de Fermi-Dirac. C'est-à-dire que plus ici, la température donc augmente, plus les électrons donc vont quitter la bande de valence et vont se déplacer au niveau donc de la bande de conduction. Donc voilà ce que ça signifie. Évidemment, ça là, ça a une influence terrible sur le fonctionnement donc, des cellules solaires parce que ça agit sur, en réalité, donc, ça agit sur la largeur de la bande interdite. Quand tu augmentes, la bande interdite donc, se rétrécit et ça a des influences sur et le photocourant de court-circuit, mais aussi donc, sur la phototension. Donc tout simplement, en fait, ça vient donc de là. Alors, ceci étant, de façon beaucoup plus visible, ce tableau montre le rôle, donc le rôle du niveau donc de Fermi. La première figure, on est à t égale à 0. Là, vous voyez en rouge ici, donc en rouge, vous avez en fait tous les états possibles et qui doivent être en principe occupés par des électrons. Donc quand t égale à 0, tous les états ici sont occupés. Donc ils sont tous entièrement remplis. Il n'y a pas un seul état qui n'est pas occupé. Parce que simplement, on est à t égale à 0. Donc ça là, on vous l'a montré. Je vous l'ai montré ici. Voilà, quand on était... Là, vous avez votre bande donc de valence, T égale à 0. Tous les niveaux, c'est-à-dire que vous avez plusieurs niveaux d'énergie, et dans chaque niveau d'énergie, vous avez un état. Donc c'est ça c'est un état, ça c'est un état, voilà un état, ainsi de suite. Donc, ici, à t égale à 0, tous les états possibles sont occupés. Donc, voilà. Maintenant, là, il faut reconnaître qu'aussi, on est en fait en dessous du niveau donc, de Fermi. Maintenant, dès que T commence donc à changer, évolue, plus grand donc que 0, tous les états possibles ici en dessous du niveau de Fermi ne sont pas occupés. Parce que simplement, les électrons quittent la bande de valence et migrent vers la bande donc, de conduction. Donc, ici, c'est un rouge homogène, tel n'est plus le cas ici, à partir donc de cette figure. Donc, ce n'est plus
ce n'est plus le cas. Maintenant, plus T augmente, bien entendu, vous voyez que, voilà, donc non seulement il y a une agitation, mais il y a un mouvement de la bande de valence vers la bande donc, de conduction jusqu'à ce que, de façon donc claire, voilà, donc la largeur de la bande donc interdite ici donc se dégage. Et ici, là, vous voyez que aucun électron n'est présent au niveau donc de cette bande de cette bande interdite. T augmente, élevé, il y a un mouvement de la bande de valence donc à la bande de conduction, mais les électrons ne peuvent pas occuper n'importe quelle position. C'est-à-dire qu'il y a donc le niveau de Fermi qui se trouve entre EC et EV. Hein. Le niveau de Fermi se trouve à l'intérieur donc de la bande donc interdite, mais les positions possibles des électrons ne peuvent être que la bande de conduite, que la bande donc de conduction. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous avons en fait donc la concentration des électrons qui, pour un niveau d'énergie E. Maintenant, quand on peut calculer, on peut déterminer la concentration globale donc des électrons, mais aussi la concentration globale donc des trous. Alors, ces expressions sont définies comme ça. Hein, donc, quand on intègre, NC exponentielle de EF moins EC sur KT, mais à condition, il faut que EC soit donc, il faut donc que EC moins EF soit supérieur ou égal à 3 TKB. La concentration des trous, c'est NV exponentielle de moins EV moins F sur TKV avec cette condition-là. NC, c'est quoi? C'est la densité effective dans la bande de conduction et NV, densité effective dans la bande de valence. Donc, leurs définitions sont données en fait en bleu. Quand on a un semi-conducteur, ça il faut donc le reconnaître, le retenir du moins. Quand il est en équilibre thermique, on a ce qu'on appelle toujours le respect de la loi d'action de masse. N fois P, c'est toujours égal donc à NI au carré. Donc c'est ça la loi d'action de masse. Loi d'action de voilà. Excusez-moi. Voilà, donc ça, on l'appelle loi d'action de masse. Voilà, NP, c'est égal à NI au carré. Donc, si vous remplacez N par sa valeur, P par sa valeur, donc vous avez cette relation. Donc, à partir de là, vous pouvez tirer aisément donc l'expression de NI au carré. NI, autant pour moi. NI au carré d'abord, puis donc N. À partir de ces expressions, vous déduisez sans difficulté le niveau de Fermi du semi-conducteur intrinsèque. Donc c'est pourquoi on a mis ici EFI, intrinsèque. Parce que le niveau de Fermi du semi-conducteur intrinsèque est différent du niveau de Fermi du semi-conducteur dopé. Ça, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je pense que vous avez saisi. Hein? On passe maintenant au semi-conducteur dopé. On en a même un peu parlé. On dit lorsqu'on a un semi-conducteur de type N, ça veut dire que on dope par des atomes donneurs. Donc la concentration ici, N est égale donc à N. N c'est Nd. Nd. Hein? Parce qu'on dope ici par des atomes donneurs. Comme exemple d'atomes donneurs, par exemple, vous prenez donc le phosphore. 5 électrons sur sa couche donc, de valence. Vous dopez, ben voilà, donc ça veut dire qu'il va fournir au réseau, au système, un électron donc de plus. N est égal à Nd et que ici, retenez que P, c'est-à-dire donc N c'est la concentration des électrons,
Et P, c'est la concentration donc des trous. P, c'est NI au carré sur N. Quand on prend la loi donc d'action de masse, NP est égal donc à NI au carré. Donc P, c'est NI carré donc sur N. Autrement dit, N, c'est N. N est égal à, donc, à ND. Ce qui montre que P est négligeable ici, devant N. Donc quand on dope donc, de type N. Maintenant, pour le semi-conducteur de type P, P donc est égal à Na. Hein? Type P, ça veut dire là vous dopez par des atomes accepteurs, comme le bore par exemple. 3 électrons sur sa couche de valence. Voilà, donc il va capter un électron qui va provenir du semi-conducteur intrinsèque. Donc ce qui fait qu'il y aura de part et d'autre création donc, de trous. Hein? Donc on dit que en fait, c'est un atome accepteur. Il faut accepter un électron donc, de plus. Donc la concentration des trous, c'est Na. Et la concentration des électrons dans ce cas-là, pour le semi-conducteur de type P, c'est Ni carré sur P. Donc ce qui fait qu'ici, les électrons seront négligeables devant les trous. Retenez maintenant que, et c'est important, le dopage introduit des niveaux d'énergie dans la bande interdite. Le dopage introduit des niveaux d'énergie dans la bande interdite. C'est des niveaux d'énergie. On ne peut pas y avoir d'abord d'électrons dans les normes, d'électrons, hein, en tout cas donc de porteurs. On va l'aborder après parce que c'est les recombinaisons, il y aura des recombinaisons qui sont liées donc en fait à des niveaux d'énergie qui sont présents donc dans la bande interdite. Mais retenez simplement qu'à cause du dopage, il y a des niveaux d'énergie qui sont introduits au niveau donc, de la bande interdite. ED et EA, ED et EA respectivement donc pour le dopage de type N et le dopage donc de type P. Voilà. Donc c'est illustré au niveau donc de la figure ici. Là vous avez votre semi-conducteur donc de type, le semi-conducteur intrinsèque ici. Semi-conducteur intrinsèque, EV, EC, bande de conduction, bande de valence. Vous avez votre niveau de Fermi ici. Hein? Semi-conducteur donc de type N, c'est celui-là. Là, tout le monde voit qu'ici, que le niveau de Fermi s'approche, hein, c'est décalé, hein, bouge vers donc la bande de conduite, vers la bande de conduction, autrement dit donc vers EC. Et là, entre EC et EF ici, nous avons la création d'un niveau d'énergie qu'on appelle ici ED. Maintenant, semi-conducteur de type P, ici le niveau de Fermi est décalé, donc tend vers donc, la bande de valence, et on a un niveau d'énergie intermédiaire, un niveau d'énergie hein, qui se trouve entre EF et EV. Donc, en résumé, on note ici le déplacement du niveau de Fermi, donc selon le type de dopage, c'est ce qui est visible ici, dopage de type P ou bien donc type N. Les atomes donneurs augmentent l'énergie du niveau de Fermi, les atomes donneurs, parce que le niveau de Fermi, ici, EF, tend vers, donc s'approche en fait donc de la bande de conduction. Les atomes accepteurs diminuent l'énergie du niveau de Fermi. Tout le monde voit qu'ici, EF tend vers ici la bande donc de valence. Ensuite aussi, retenez que l'introduction de niveaux d'énergie dans la bande interdite, hein, comme vous le voyez ici, la dopage donc de type N, on a une bande interdite ED. Dopage de type P, hein, on a une bande interdite ici EA. Donc EA, ED, ce sont donc les énergies qui sont issues des atomes donneurs. EA, énergie des trous, des atomes donc, voilà, accepteurs. Maintenant, quand on dope de type M, P et N, comme vous le voyez ici, le niveau donc de Fermi, voilà, bouge, est décalé. Donc, s'approche de la bande de conduction ou bien que ça s'approche de la bande de valence, donc selon le type d'énergie. On peut déterminer sa position. Et sa position, voilà, pour calculer sa position, on utilise simplement cette relation-là. EC moins EF, c'est TKB ln de NC sur ND. Et EF moins EFB, c'est TKB ln de NV sur NA. Donc ça, ce sont les positions
du niveau donc de Fermi. Ça illustre simplement que le niveau de Fermi bouge, le niveau de Fermi donc change donc de position selon qu'on effectue un dopage de type N ou P. Voilà, parfait. Maintenant, on va aborder ce qu'on appelle les propriétés donc, de transport dans un premier temps. Après, on va voir donc, les propriétés de diffusion. On parle donc de transport ici. C'est pas ça s'entend que votre semi-conducteur se trouve dans un champ E ou B. Mais ici, on se focalise donc sur le champ électrique. Et on va parler en fait du mouvement donc de dérive. Hein? On parle donc du mouvement donc de dérive. Vous avez votre semi-conducteur ici. Hein? Au niveau donc de la bande de valence, vous avez des trous parce qu'un électron a quitté. Hein? Il y a un saut, un électron a effectué bande de valence, bande de conduction. Donc il y a un trou ici. Et le tout, en fait, est placé dans un champ électrique. Donc, si le trou est placé donc, dans un champ électrique, ça veut dire que électrons et trous sont soumis à ce champ électrique-là. Et donc, étant soumis à ce champ électrique, ça veut dire que leur déplacement est systématiquement lié donc, à ce champ électrique parce que, étant soumise à une force électrique. Maintenant, la relation qu'il y a entre la vitesse ou bien disons même les vitesses donc, des porteurs chargés avec le champ électrique, en fait, donc, cette relation-là est définie par ce qu'on appelle la mobilité. Des électrons, quand il s'agit donc on utilise mu n pour définir la mobilité des électrons et mu p pour définir la mobilité donc, des trous. Ces mobilités-là mesurent comment les particules se déplacent avec aisance dans le semi-conducteur quand celui-ci est soumis à un champ électrique. Alors, de sorte que cette aisance-là, cette possibilité de se mouvoir, en fait, rappelez-vous que dès qu'un porteur chargé est en déplacement, dès qu'il est en déplacement, il est à l'origine donc, de la création, de la naissance d'un courant électrique. Donc, comme ils vont se déplacer dans le semi-conducteur, bien qu'il soit soumis donc, à un champ électrique, autrement dit à une force électrique, donc on définit ici le courant, Jn dérive, Jn donc dérive, c'est-à-dire que courant dû aux électrons par donc le champ électrique, donc par définition c'est moins Qn V dn, et le courant des trous dû donc à la dérive ici, on le définit donc par cette relation-là. Alors, donc, ce qui fait que, pour avoir le courant global, pour avoir donc le courant global, quand on dit aussi courant global, c'est le courant qui est dû aux électrons, mais aussi donc aux trous, donc courant global de tous les porteurs donc, de charge. Il suffit suffisamment donc de sommer le courant donc de dérive dû aux électrons, cette quantité, plus le courant de dérive dû aux trous, donc qui est donc cette quantité, ça donc qui donne donc, le courant global. Notez que ici, quand T augmente, bien entendu, les collisions augmentent, et ce qui fait que mu n et mu p, de façon systématique, vont donc diminuer. Donc voilà en fait les notions qu'il faut retenir donc sur le mouvement donc, de dérive. On parle de mouvement de dérive quand vous avez votre semi-conducteur qui est soumis à un champ électrique. On peut on peut traiter donc le cas du semi-conducteur soumis à un champ magnétique ou bien même du semi-conducteur soumis à un champ électromagnétique. Autrement dit, dans ce cas-là, vous allez prendre en compte l'influence à la fois donc, et du champ électrique mais aussi donc, du champ magnétique. Mais ici, on traite ce cas simple. Notre semi-conducteur est soumis uniquement à un champ électrique. Et donc, la mobilité ici ne dépend que du champ électrique. Voilà, maintenant, en plus du mouvement de dérive, il y a ce qu'on appelle la diffusion des porteurs. C'est quoi la diffusion? C'est un processus au cours duquel
les particules tendent à diffuser des zones à forte concentration vers les zones de pivot de charge. Donc ça, c'est un processus naturel. Hein? Donc même dans la vie courante, hein, voilà, donc les gens, ils ont toujours tendance à partir voilà, vers les zones où il n'y a pas beaucoup de monde, pour surtout leur aisance, tout ça là. Bien entendu, après, avec l'évolution, voilà, donc il y a une sorte donc, de neutralisation, une sorte donc, d'équilibre donc, qui est noté. Donc de la même façon, ce processus donc, de diffusion, voilà, chaque fois qu'il y a un trop-plein, voilà, donc forcément, dès qu'il y a un espace qui n'est pas vide, voilà, donc il y a tendance, le trop-plein donc, a tendance à se déverser jusqu'à ce que ça soit, donc, ça soit équilibré. Donc maintenant, ça là aussi, on le note donc dans les semi-conducteurs, surtout donc dans les semi-conducteurs. Ce qu'il faut maintenant noter, c'est quoi? C'est un phénomène voilà, qui est surtout lié à l'existence de gradients de concentration ou de gradient de concentration ou donc de température. Donc on le note comme ça, gradient de C, dérivé de C par rapport à X, suivant, et donc gradient de C sur DC, quantité négative. C ici, c'est une concentration des espèces, ça peut être donc des électrons, des trous, des atomes ou ions, etc. Donc c'est illustré à travers donc, cette figure. Maintenant, plus particulièrement ici, à partir donc, de la figure donc, comment ça s'appelle, donc de la figure donc, à l'extrême donc droite. Alors, vous voyez ici, on a en fait une densité donc de courant. On trace ici son évolution. Ici, à partir donc de là, la densité est nulle. Tout le monde voit qu'ici, après ça devient en fait vertical. Hein. Ça atteint donc, puis ça devient donc horizontal. Donc, autrement dit, cette densité ici est constante. Maintenant, donc, pour toute cette partie, est nulle ici. Nulle parce que dans cette zone-là qui correspond à cette partie, donc il n'y a pas de porteur, il n'y a pas de particules, il n'y a pas d'électrons. Mais le processus naturel ne veut pas ça. Ça, c'est des choses que la nature ne peut pas admettre. Donc, ce qui va se passer, donc naturellement, les électrons que vous voyez ici vont commencer donc à se déplacer pour voilà, créer donc un équilibre. Donc, c'est ce qu'on note donc à partir du deuxième schéma. Donc, ici, petit à petit, donc les électrons se déplacent. Et donc, la densité ici a tendance donc à évoluer jusqu'à devenir constante parce que les porteurs se sont donc déplacés et ont occupé le maximum, l'espace est occupé au maximum. Il n'y a plus donc de mouvement possible. Comme il n'y a plus de mouvement possible ici, la densité donc est constante. Là, vous voyez qu'ici, on met ici Jn est égal à 0, tout à fait normal, parce que les porteurs, les électrons sont fixes. Les porteurs ne se déplacent, donc ne se déplacent plus. Ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez un courant, mais là aussi, vous avez un fort courant ici. Vous avez un courant extrêmement fort, parce que la mobilité, donc les porteurs, donc devant eux, il n'y a rien, donc ils vont se déplacer donc en masse, ça sera donc la ruée. Après, donc, vous allez voir petit à petit, le mouvement donc, va se ralentir jusqu'à devenir en fait donc nul. Quand c'est nul, il n'y a plus donc de courant parce que la densité ici est constante. Donc c'est comme ça qu'il faut donc considérer le processus donc, de diffusion. Et alors ça là, ça a un impact dans notre physique, donc la physique donc, des semi-conducteurs. On va se baser sur ça et donc pour définir la loi donc, de Fick. C'est quoi cette loi? C'est que, d'après donc la loi de Fick, le mouvement des porteurs de charge s'effectue dans une direction qui a tendance à uniformiser la distribution spatiale. On l'a vu tout à l'heure. Donc, au niveau donc, du premier schéma, espace vide, espace occupé, naturellement, donc, les électrons voilà, donc, vont se déplacer pour assurer une uniformisation donc, de la distribution spatiale.
Alors, ce phénomène est équivalent à celui de l'équilibre de la pression de gaz dans une enceinte. Et donc, la loi de Fick donc, dit que F est égal à moins D gradient de C. Ici, donc, il faut considérer F comme étant donc, un vecteur. Et C aussi un vecteur. F est le flux des porteurs. À partir donc de là, D est défini comme étant le coefficient de diffusion. Et c'est des centimètres carrés par seconde. Le signe moins, qu'est-ce qu'il explique ici? Le signe moins définit l'étalement, voilà, car le gradient doit être systématiquement négatif. Alors maintenant, c'est quoi le courant de diffusion? En considérant ici macroscopiquement donc, la diffusion des électrons et des trous, leur déplacement est naturellement équivalent à un courant. Hein? Vous avez donc des porteurs chargés, ils se déplacent, vous avez un courant. Ça, c'est naturel. Donc, c'est ça la définition même donc, du courant électrique. Chaque fois que vous avez des porteurs qui se déplacent, vous avez donc un courant. Alors maintenant, comment faire pour avoir les expressions de ce courant, des densités donc, de courant? On parle de densité de courant parce que c'est estimé, c'est calculé ici donc, par unité de surface. Hein? L'unité de surface considérée ici, c'est les centimètres carrés. Donc les expressions de ces densités de courant de diffusion, des électrons et des trous donc, s'obtiennent en faisant quoi? En multipliant simplement le flux des porteurs, le flux, par la charge élémentaire de la particule donc en mouvement. Autrement dit, quand on s'intéresse à la densité de courant des électrons, on va prendre donc le flux des électrons multiplié donc par la charge élémentaire des électrons. Donc c'est ce que vous voyez ici, Jn, diffusion ici. N pour dire que c'est les électrons. P, c'est les trous. Donc diff, c'est pour en fait la diffusion. Donc on va dire c'est moins Q Fn. Donc F étant égal à moins D gradient donc de C. Ici C, hein, on prend C comme étant simplement égal donc à N quand on a affaire aux électrons. Donc c'est pourquoi ici on change ici en mettant donc simplement N. Donc JP diff, donc la densité de, hein, donc la densité de courant de diffusion des trous, JP diff, on va prendre plus Q ici, plus, pourquoi? Parce qu'on a affaire aux trous. Et le flux des trous, c'est ça, on va mettre FP, pour F, indice P donc pour indiquer, pour dire donc c'est des trous. Donc ça sera moins Q, dP gradient donc de P, gradient de P, on remplace ici P par, en fait CR6 est remplacé donc par P, parce que C, en fait c'est une variable muette, hein. On a dit que c'est les concentrations en fait, des particules, électrons, trous, voilà, cations, anions, etc. Donc c'est une variable muette. Donc ce qui fait que la densité donc, de courant de diffusion globale, ça sera donc cette quantité plus celle-là. Donc c'est ça qui nous amène donc à... Excusez-moi. Donc c'est ça qui nous amène à... Donc c'est ça qui nous amène donc à cette relation. Hein? Q, dn gradient de n, moins dp gradient donc de p. Là maintenant il faut voir que c'est une écriture vectorielle. À partir de cette relation, on définit donc aisément la relation d'Einstein. Ça donc, il y aura un exercice hein, qui va vous aider donc à le retrouver. Une fois que ceci est fait, quand vous avez votre semi-conducteur dans lequel vous avez à la fois une diffusion, mais aussi qui est soumis à un champ électrique, donc ça veut dire que vous avez un courant de diffusion, mais aussi un courant de dérive. Courant de diffusion et un courant de dérive. Diffusion, parce que certainement votre semi-conducteur est soumis à un champ électrique. Diffusion, parce que comment ça s'appelle, la distribution spatiale n'est pas uniformisée. Comme il n'y a pas de distribution spatiale uniformisée, de façon systématique obligatoire, il y a une diffusion. Donc, diffusion et dérive existant, on a donc un courant global qui sera quoi? Qui sera donc la somme du courant de dérive plus le courant donc de diffusion. Donc, courant de dérive, on l'a déjà calculé, c'est cette quantité. Et courant donc de diffusion, c'est cette quantité. Donc voilà donc votre courant global.